Ciné, web, musique, séries, Alexis, Flavien et leurs invités vous invitent à jouer et débattre avec eux autour de l'actualité culturelle du moment. Débattez-vous, c'est maintenant sur Positive Radio. Bonjour à tous, bienvenue dans Débattez-vous sur Positive Radio, comme l'a dit Greg. C'est ça, voilà. C'est ça. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une émission un peu spéciale qui va se dérouler autour du thème du cinéma et du sport. Est-il un genre sous-exploité? C'est ça. J'ai un peu cafouillé sur le... Non, t'as été bon, t'as été bon. Donc avec nous on a deux invités assez spéciales que je vais... Assez spéciaux peut-être. Assez spéciaux, ouais, oh là là, ça commence déjà. Voilà, on est en forme, on est quoi, les vendredis? C'est ça, voilà. Comme d'habitude, on est toujours diffusé le vendredi. Donc je vais vous laisser vous présenter, vous expliquer un petit peu ce que vous faites, je laisse un peu la surprise aux auditeurs. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi je me présente, Claude Monet, comme le peintre. Je suis expert comptable de métier et je viens aujourd'hui vous parler en tant que président du Lions Club de Valmont en Bourgogne, qui est un club qui est situé sur la communauté urbaine entre le Creusot et Monceau. Et donc j'ai la chance cette année d'être président de ce club et au cours d'une année un peu spéciale puisque nous fêtons notre centenaire et nous aurons sûrement l'occasion d'en reparler plus tard dans l'émission. Tout à fait. À côté, nous avons Marc Daubricourt, un membre du Lions Club depuis déjà de nombreuses années, et je m'occupe de communication dans le club, mais au niveau du district, parce que bon, c'est compliqué à expliquer, mais la France est découpée en 15 districts et il y a un responsable com dans chaque district. Donc là, nous, on est dans quel district à peu près? Centre-Est. Centre-Est, ok. 65 clubs, hein. Ah oui. Ah oui. Quand même. Ça, c'est impressionnant. Alors, donc là... Moi, tu me présentes pas, moi. Pas du tout, non. J'ai décidé qu'aujourd'hui, il me présentait plus. Je vois bien. Donc il y a David évidemment avec nous. Comment vas-tu David? Très bien, je te remercie Alexis. Merci. Voilà, alors normalement TFN devrait arriver, qui est en retard évidemment comme d'habitude. Ouais, voilà. Bon, on commence l'émission sans lui, oui, c'est bien fait. Tant pis pour lui. Voilà. Alors, vous venez aujourd'hui pour un événement un peu spécial. C'est pour le ciné-conférence qui va se passer le 19 mai, c'est ça? C'est ça. Ouais. À l'Embarcadère. À l'Embarcadère. Sur un certain monsieur. Je vais vous laisser le présenter, parce que c'est quand même... Alors effectivement, donc nous avons la chance et même l'honneur d'accueillir donc Serge Girard. Alors Serge Girard, c'est un homme avec un profil un peu particulier. C'est avant tout un sportif, et un sportif de haut niveau. Et haut niveau de par surtout, je dirais, le côté endurance. Parce que c'est dans le monde de la course à pied, il y a les sprinteurs, il y a les demi-fondeurs, il y a les fondeurs et il y a les ultra-fondeurs. Et donc Serge est un ultra-fondeur dans le sens où il réalise des performances d'endurance extrêmes. Et on aura l'occasion d'y revenir. En fait, Serge Girard vient de boucler il y a un mois à peu près un tour du monde en courant, et il est le premier à l'avoir fait aussi rapidement. Il vient donc de battre il y a un mois, je crois que c'était le 9 avril. Le 9 mars, non, c'était pas le 9 avril. Le 9 avril, c'était c'était la veille du marathon de Paris. Et donc, il a bouclé un tour du monde qu'il a bouclé en 422 jours. Donc, grosso modo, on va dire 15 mois, une année et un trimestre. Et donc, il est le premier à avoir fait le tour du monde en courant aussi rapidement. Et donc, à ce titre-là, on a voulu le faire venir dans notre région pour qu'il nous parle non seulement de son aspect sportif, de ce challenge, mais aussi plein d'autres aspects sur lesquels il va pouvoir nous éclairer sur pas mal d'autres domaines. Alors peut-être que j'en parlerai peut-être après. Oui. Voilà. Alors après, voilà, donc pour du coup faire un petit récapitulatif. La personne qui va venir, donc c'est Serge Girard. Oui, c'est Serge. Et du coup, il a fait en un an 74 km par jour en courant. Il vient de boucler un tour du monde de 26 410 km
Avec les 4 continents, puisque c'est dans le cahier des charges du record, du record, parce qu'il a battu le record. Et c'est un exploit vraiment très important. Ça fait faire pratiquement 70 km par jour à peu près. Et on est admiratif devant l'effort qui a été fait. Il a 62 ans. Il avait 62 ans au départ. Il y a un an. 63 à l'arrivée. C'est impressionnant. Du coup, on peut juste très vite, parce que j'ai regardé le cahier des charges, c'était assez intéressant du coup, parce qu'il y a des... Donc il fallait qu'il parte de la ville d'arrivée en fait, c'est-à-dire là il est parti de Paris en arrivant du coup à Paris, qui traverse 4 continents. Partir arriver au même point, passer par 2 points antipodaux sur la Terre. Donc les points antipodaux pour les jeunes auditeurs, c'est les points extrêmes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit passé non pas que d'un côté du globe, il faut vraiment déjà faire le tour du globe et aller dans 2 points extrêmes du globe. D'accord. C'est pas forcément le pôle Nord et le pôle Sud, mais en fait il faut qu'il soit passé dans les 2 extrêmes de points. On sait c'est lesquels sur son parcours Alors, il a fait l'Australie. Donc je crois que ça doit être l'Australie-Alaska. Oui, Australie-Alaska. Oui, je pense que ça doit être ça. À mon avis. Bon. Et les 4 continents dans l'intégralité, et au moins 26 232 km pour battre le record. C'est ça, puisque le record était à 26 232, c'est tenu par un Australien qui lui était parti de Sydney, c'est ça? Tout à fait, et cet Australien... Qui s'appelait Tom Dennis. Voilà, tout à fait. Dennis. Les questions qu'on nous a posées quand on a préparé l'émission, c'était de savoir comment est-ce qu'il traversait les océans et les mers, évidemment. On a vu. Alors en fait, c'est les seuls moments où il avait un petit peu de repos, parce qu'en fait, c'était vraiment en continu. Là, il courait bien entendu tous les jours. Voilà, il prenait pas de jour, il n'a pas pris de jour de repos dans les 300. Il a eu aucun jour de repos, et c'est juste que pour traverser les continents, voilà, il avait un, je dirais, il devait prendre l'avion. Et donc, mais en général, ça dure pas très longtemps. Et d'ailleurs, pour lui, même le fait de prendre l'avion est un peu un supplice, dans le sens où c'est quelqu'un qui peut pas rester assis très longtemps. Et puis du coup, d'ailleurs, c'est pour ça que pour la conférence, on lui a prévu non pas une chaise, mais plutôt un tabouret type bar, type bar, parce que oui, c'est vrai qu'on aurait pu lui mettre sur un tapis de course. Oui. Non, mais donc effectivement, entre les continents, ça se faisait par avion, et c'est les seuls moments de repos qu'il avait, quoi. Alors après, il y a une vidéo, alors je crois qu'elle est sur son site, du trajet qu'il a fait, donc un peu en mode Indiana Jones, etc. C'est super intéressant de voir justement le tour qu'il a fait. C'est impressionnant. Enfin, alors là, il avait, avant de faire le tour du monde, il avait déjà traversé tous les continents en course, il me semble. Mais dans celui-là, je crois qu'il n'est pas passé par... Il y en a un qui n'est pas passé, ça doit être l'Afrique, je crois qu'il n'est pas passé. Alors en fait, ce que j'ai vu, il avait, c'est quelqu'un qui est déjà, il est plutôt presque dans sa fin de vie d'aventurier, parce que ça fait déjà de nombreuses années qu'il je dirais, accumule un petit peu les exploits. Tous les continents, il les avait déjà tous traversés, mais un à un. C'est ça. C'est-à-dire que, mettons, cette année, il dit, allez, il fait l'Amérique du Sud, et voilà. Et ensuite, il revient chez lui, et puis il repart une autre année. Tandis que là, c'était le fait d'enchaîner. La difficulté, c'était le fait d'enchaîner. Donc, mais je crois que le plus gros challenge qu'il avait fait avant de faire ce tour du monde complet, c'était Paris-Tokyo. Oui. Paris-Tokyo, je crois que ça devait faire 19 000 et quelques kilomètres. 0,97. Ouais. Et effectivement. Et donc, voilà, c'est important. Paris-Tokyo, alors à l'inverse, c'est Paris-Tokyo, il a pu le faire normalement sans avoir à traverser de mer. Normalement, ça doit se faire tout terrestre, je crois. Si ma géographie est bonne. Ça doit passer, oui. Le Japon, je sais pas. Il y a peut-être juste à la fin. Il y a juste le Japon qu'il faut passer. Mais non, mais oui, à part ça, jusqu'au Japon, c'est tout droit. Enfin, tout droit. Mais du coup, moi j'ai quelques questions du coup. Alors je sais pas si on a tout plein. Après bon, j'imagine que vous avez peut-être pas forcément toutes les réponses, mais ça peut être quand même intéressant. Par exemple, moi la première question que je me suis posée en regardant ça, c'est simplement comment est-ce qu'on dort, enfin où est-ce qu'on dort quand on fait 70 km par jour. Est-ce qu'on prévoit où est-ce qu'on va arriver, ou est-ce qu'on fait un peu
Alors, votre question est fort pertinente. En fait, au-delà de l'aspect sportif, de courir un marathon et demi tous les jours, où ça c'est complètement déjà extraordinaire, je trouve qu'il y a une prouesse aussi logistique. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, lui, pour pouvoir courir 70 km, bon, c'est pas de la marche, c'est de la course. Alors, c'est de la course lente, mais c'est de la course. En fait, il court 10 heures par jour. Et physiologiquement, il a besoin de 10 heures de repos, de 10 heures de sommeil. D'accord. Donc, ça laisse guère de temps entre tout ça, les journées faisant que 24 heures. Donc, il a une équipe qui se charge de la logistique alimentaire et aussi, ne serait-ce que logistique, on va dire, itinéraire. Oui, mais évidemment. Et rien que ça, avec la contrainte de se dire, bon, il dort à l'hôtel. D'accord. Donc, il faut qu'il parte d'un hôtel et qu'il fasse 70 km jusqu'à un hôtel. Parce que là quand on est en France, on se dit que bon, trouver des hôtels, c'est pas très compliqué, mais il a quand même traversé des coins où ça devait pas être forcément facile. Je crois que c'était la Namibie. Je crois apparemment ça a été assez folklorique. Je suis assez impatient de l'interroger sur ce pays. Apparemment, il a vécu des moments assez, on va dire, qui n'étaient pas forcément très confortables, mais qui lui ont laissé pas mal de souvenirs, je crois. Mais c'est vrai que pour lui, la contrainte, on va dire, de choisir l'itinéraire, en sachant que bon, il avait quand même une trajectoire générale, mais ça veut dire qu'il va dans des pays qu'il connaît pas, avec des gens qui connaissent pas les pays non plus. Donc en gros, il y avait 2 personnes tout le temps avec lui. D'accord. Et du coup, les 2 personnes, ils le suivent comment, en voiture à côté? Alors, ces personnes étaient surtout chargées de préparer soit la journée du lendemain, d'accord, soit d'être un petit peu devant pour, en gros, lui montrer un peu l'itinéraire, etc. Enfin, d'après ce que j'ai compris, il vous en parlera et il nous en parlera mieux que moi. Mais en fait, c'est pour lui, en fait, ce qu'il fallait, c'est qu'il ait qu'à penser à courir. Ouais. Sauf que ce qu'il faisait aussi, c'est que comme il faisait un pitch d'environ 2 minutes chaque soir, qu'il mettait sur son site internet, bon, il parlait pas beaucoup de la partie sportive parce que bon, c'est tout le temps pareil. Je veux dire, bon, il court à 9 à l'heure et puis voilà quoi, c'est 70 km, puis 70, etc. Donc en fait, la majorité du temps, dans ce qu'il mettait dans ses pitchs, c'était il apprenait l'histoire des régions traversées. Ah, c'est cool ça. Et il restituait aux personnes qui sur le blog, les spectateurs, il leur restituait l'histoire de chaque région. Donc, alors je pense, même s'il a peut-être quelques connaissances historiques, peut-être au-dessus de la moyenne, peut-être, mais enfin, de là à connaître toutes les régions des 17 pays qu'il a traversés, je pense pas. Donc, à mon avis, dans les 4 heures de dispo qu'il avait entre le sommeil et puis la course, il y avait cette phase d'apprentissage de l'histoire. Et quand il traversait des villes, il disait voilà, dans cette ville il s'est passé ça et ça, et c'était assez intéressant. C'est pour ça que tous les pitchs qu'il faisait, je dirais la partie sportive c'était peut-être 10%, et tout le reste c'était soit des anecdotes, soit un aspect géographie ou histoire. Il y a toute la partie soins à la fin de l'étape aussi, et puis l'aspect psychologique aussi probablement c'est un énorme travail personnel de se convaincre de repartir le lendemain. Je pense que là, on va apprendre plein de choses à cette conférence là-dessus. Même au-delà de ça, on a bien compris que c'était pas un novice, c'est pas quelqu'un qui du jour au lendemain s'est dit tiens, je vais faire un marathon. Après, pour le tour du monde, il y a une petite anecdote, je crois, sur le site qui disait que justement, il y avait lui, donc il courait ses continents, puis au bout d'un moment, il a vu 2-3 mecs qui l'ont fait avant, donc dont Tom Dennis, il a dit ça je veux le faire, et puis il a mis 1 an en fait à le préparer, puis il est parti. Mais comment on se réhabitue une fois que c'est terminé à la vraie vie, quoi, entre guillemets. On court tous les jours. C'est ça. On court dans son lit. On est forcément obligé d'avoir un temps de réadaptation après. Oui, alors a priori, d'ailleurs, il appréhendait un petit peu ce moment-là. Alors, je crois qu'il a déjà commencé physiologiquement par raccourcir les dernières étapes, déjà pour un peu faire une transition. Et pour habituer le corps progressivement parce que ça en est presque une drogue, habituer le corps à courir de moins en moins longtemps. Je crois que les dernières étapes en France, habituellement ça faisait à peu près 10 heures. C'est autour de 30-40. Et là il a même fini à
10 km la dernière, et puis même celles d'avant étaient plus courtes aussi. Sur le blog, donc il y avait une transition qui était peut-être aussi logistique, mais surtout, médicale également. Oui, parce que lui, concrètement, s'il arrête, c'est un effet parce il a de la dopamine quand il court, donc au bout d'un moment, je pense que si le corps, on arrête de lui médicalement, ça doit être pas absolument. C'est une dépendance. Surtout sur un an. Là, ces traversées de continent, j'ai plus les durées en tête, mais ce qu'il avait fait avant, c'était quand même pas de l'ordre de 15 mois. Là, c'était un peu moins long, non à mon avis, le Paris-Tokyo, doit être il doit être pas loin d'un an. Alors, il a mis 260 jours pour le Paris-Tokyo. Ouais, pas loin. Il a fait un Dakar-Le Caire en 123 jours avant. Un Lima-Rio de Janeiro, 73 jours. Perth, Sydney en 47 jours, voilà. Ouais, et puis il a fait un tour de l'Union européenne aussi. Oui, il a fait. Oui, c'était en 2009, je crois. 2009-2010, c'est ça, oui. Il a fait le tour de l'Union européenne. C'est assez sympa, ça aussi. 365 jours aussi, là. Non. Ouais. Mais oui, c'est un coureur qui s'est mis aux grandes distances à l'âge de 40 ans, en fait. Oui, a priori, au départ, c'était pas un coureur, je dirais, pas forcément hyper doué non plus. Enfin, je dirais, c'était un coureur a priori lambda au niveau physiologique. Là où il est exceptionnel au fil du temps, c'est surtout sur le côté endurance qui est complètement, on va dire, inhumaine. Inhumaine. Sans caricaturer, mais concrètement, à la limite 70 km, enfin peut-être pas 70, mais voilà, 30-40 km en une journée, si on veut, et on s'y prépare un peu, faire un marathon en un mois ou deux, tout le monde peut, entre guillemets, le faire. C'est abordable. C'est abordable, voilà. Avec une préparation, quand même. Évidemment. Mais si on se prépare pendant un an, on peut s'imaginer courir un marathon. Là, c'est quand même 70 km tous les jours. C'est ce côté répétitif, parce que faire 70 km même une fois, c'est déjà limite. Bon, un marathon, ça occupe déjà bien, mais bon, il y en a quand même des milliers qui le font, même s'ils se préparent 4 mois avant. Généralement, les gens se préparent quand même largement avant. Et puis le lendemain, ils vont pas en refaire un, ils vont attendre un peu, ils vont se reposer, c'est le côté répétition, enfin c'est déjà le côté 70 km, donc c'est 1,5 de marathon et pas aucun. Et le côté répétitif fois 400, plus de 400 jours, quoi. Donc c'est là où vraiment ça pose de nombreuses questions, alors morales, c'est ça. Effectivement, je trouve. Mais moi je sais que pour être coureur à pied moi-même et être assez fragile dans le sens où je me blesse trop facilement, c'est ça qui m'impressionne le plus chez lui, c'est comment fait-il pour pas se blesser, et quand bien même il a sûrement dû avoir des moments où il s'est blessé, comment il a fait pour repartir quand même le lendemain. Mais oui. Parce que vous parliez il y a pas longtemps que dans les speeches qu'il faisait, il y a des moments où il parlait des soins. Mais c'était des soins parce que justement à la fin il commençait à être blessé, ou je crois qu'il a fait une chute à un moment donné, il était blessé. Alors effectivement, je crois que c'était en Croatie. Dans le dernier mois à peu près, oui, je crois qu'il devait peut-être un petit peu fatigué. Bon, il a chuté, mais une chute apparemment assez bête, mais il s'est fracassé le nez, le nez vraiment par terre, et il était vraiment tout balafré, quoi. Je veux dire, il était vraiment pas très chouette. Et il est reparti le lendemain. Oui, a priori. Bon, je crois qu'il a dû être suturé un peu. Mais c'est monstrueux. Vite fait, quoi. Oui. Mais pareil, en coton, c'est reparti. Du coup, en un an et demi, les maladies, tout ça, pouf. Oui, c'est ça aussi qui est. Alors, hallucinant. je sais qu'au tout début, quand il était parti de France, après il a fait France-Lisbonne. Les premiers jours, il avait du mal à caler la partie digestive. D'accord. Et pour tout ce qui est intestin, etc., apparemment, ça met le corps. Ça sollicite le corps de manière tellement exceptionnelle que il faut le temps que le corps se prenne le rythme. Et apparemment, il a peiné au début jusqu'au Portugal. Il avait vraiment des problèmes digestifs. D'accord. Et a priori, après, il n'en a pas reparlé. Par contre, je sais que plutôt au début, là, c'est quand il était aux États-Unis, donc allez, on va dire dans le premier tiers de son parcours. Là, je sais qu'il avait eu un problème de tendinite, dû au fait qu'il essaye surtout quand même de courir sur la route parce que c'est plus facile pour lui au niveau itinéraire,
Mais la route, elle est tout le temps un petit peu bombée. Et du coup, et quand il est tout le temps du même côté, forcément, ça décale un peu le bassin et tout ce qu'il y a dessous, etc. C'est vrai que... Donc quand il s'en est rendu compte, parce que c'est de longue haleine comme ça, à un moment donné, il s'est dit... Il a changé de côté. Voilà, il a changé de côté. Ah, oui. C'est fou. Ah, d'accord. Et je crois que c'est parti. On lui redemandera. Mais... Là, c'est impressionnant de se dire que... c'est vrai que quand on élargit comme ça la course, il y a des petits détails que sur 40 km, ça va moins impacter que forcément sur 22 000 si on appuie ça devient essentiel. Ça devient fou. Mais c'est de la... Là, comme ça, j'ai un peu l'impression que c'est une espèce de... Enfin, c'est impressionnant comment ça doit être compliqué à mettre en place parce que 22 000 km en un an, quoi, c'est... Oui, même... c'est une distance qui est je veux dire, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'un bon conducteur routier fait, quoi, dans son année à peu près, quoi. Donc c'est fou. Voilà. Vous aviez tout à l'heure hors micro des anecdotes par rapport à. C'était là-dessus que tu voulais rebondir. J'ai trouvé le nombre de baskets. Oui, j'ai trouvé un certain nombre d'éléments. Les chiffres clés qui taguent ce record. On y va, hein. Ça fait quand même 27 millions de foulées, bon ça va, 30 paires de chaussures, c'est pas mal. Et il y avait des sponsors, comment ça se passait d'ailleurs? Alors oui, il a un sponsor, il a un équipementier, oui effectivement. Oui, parce que je suppose qu'il n'allait pas prendre ses chaussures forcément à 2 €. Il a quand même mangé 2000 barres de céréales et 140 kilos de pâtes. Ce qui est quand même un effort méritoire. 6000 calories par jour, parce que voilà, et 8 litres d'eau. 8 litres d'eau. Alors, 140 kilos de pâtes, ça fait quand même... Mais pas en un jour. Ça fait des casseroles. Là, ça fait... et justement, par rapport au repas, donc on a bien compris que le soir, il allait à l'hôtel, mais le midi... Alors en fait, il n'avait jamais de véritable repas la journée. Ah d'accord. C'était les bars du coup la journée. Donc alors apparemment tous les 5 km. Il a un système régulier de mini collation régulier tout au long de la journée. Et c'est pour ça que le corps, il faut l'habituer à ça, quoi, que ce soit en termes je dirais alimentaires ou même boissons. Je dirais tout doit être pensé parce que un petit rien peut poser des problèmes importants à la longue. Donc il faut essayer de tout penser ce côté médical, y compris sur la nutrition. Oui, puis aussi du coup, il y avait des arrêts pipi ou comment ça se passait Ce que j'étais en train de penser en tant qu'urologue. Je pense que sur ça, bon, ça c'est quand on est un homme, c'est un peu plus facile. Oui, c'est ça. Mais c'est facile par devant, mais quand il y a une vidange complète. Est-ce que c'était, la question que je me pose, c'est est-ce que ça aussi c'était prévu en se disant bon là du coup j'ai mangé tant, donc normalement ça devrait arriver à telle heure, qu'on prévoit d'être dans un endroit où c'est à peu près faisable. Normalement, oui, c'est. Voilà, tu es mieux que le personne. Le genre de question qu'il faudra poser le vendredi soir. Plus à même que nous, à savoir combien de temps ça met entre le moment où il ingurgite et le moment où ça ressort. Oui, non, mais il doit tellement absorber de l'eau que tu as signalé tout à l'heure, mais que la régulation du transit intestinal doit demander un certain temps pour le gérer. Je pense que 8 litres d'eau en une journée, ça fait beaucoup quand même. Si on l'a, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que les 8 litres d'eau du coup sont utilisés dans le métabolisme. Quoi. C'est un humain normal, il consomme 1,5 litre 2 litres par jour. Voilà. Mais ça veut bien dire aussi que pour pouvoir absorber ces 8 litres d'eau, il faut pouvoir les transporter. Et donc, il faut qu'il ait une équipe pour préparer ça dans les points de ravitaillement, etc. etc. Mais ça, j'aimerais bien savoir comment ça se passait, si l'équipe, du coup, elle l'attendait à certains points, puis une fois qu'ils avaient fait le ravitaillement, ils partaient. Je pense que c'est ça. Ouais. Et je pense qu'entre les 2 points, il devait réfléchir à baliser la route quand même. Oui, de toute façon, oui, faut lui donner, parce que c'est un passage one shot, donc c'est vrai que ils doivent peut-être donner des indications tous les 5 km. Il n'a pas le temps de travailler son itinéraire, il est trop fatigué, je présume. Donc, puis il courait pas sur des routes où il y avait des voitures, sensiblement. Alors, par contre, sur ces vidéos, on voyait en permanence, il y avait des gros camions qui passaient. Je pense qu'il a dû avoir une tête vraiment
Oui, puis il y a des moments où ça doit être un peu dangereux aussi, du coup, d'être au bord de route. Oui. Comme ça. Alors, au niveau danger, il nous a fait part d'une anecdote. C'était quand il était en Afrique, où là, à un moment donné, il était un peu vers une zone un petit peu d'animaux. Et donc, il y avait pourtant, à gauche et à droite de la route, il y avait des grillages, mais il y avait des panneaux lion, éléphant, etc. Voilà. Et en fait, pas biche chez José, lion, éléphant. Et en fait, il n'était pas rassuré du tout parce que il se disait de toute façon, si les animaux me voient et ont vraiment envie de s'en prendre à moi, c'est pas le petit grillage qui va. Et en fait, il avait eu deux trois pitchs là-dessus qui étaient tout à fait intéressants. Et par contre, ce qui était bien aussi, c'est que il avait une GoPro de vraiment très bonne qualité. Et quand il passait dans des endroits intéressants comme ça, il filmait et puis après c'était restitué, quoi. Ouais. Il y a une voiture qui le suivait en permanence? Non, pas toujours. Je pense que la GoPro, il l'avait dans son dos, je pense. Oui, parce que justement, j'ai vu un peu quelques vidéos et comment ça se passait pour les montages après de tout ça. Alors c'est pour ça, parce qu'en fait, il faut qu'il ait un staff à la fois pour les itinéraires, pour la partie alimentaire, la partie communication. La partie communication, c'est vrai que parce s'il a des sponsors, il faut que ça communique. Alimenter le blog, la page Facebook, le blog. Il avait une page entre 20 et 30 lignes de tous les jours au niveau ligne écrite, plus la vidéo, plus les montages. C'est pour ça que quand on pense, l'enchaînement de tout ça fait que pour que lui ait rien qu'à penser à sa performance sportive, il faut qu'il y ait vraiment toute une équipe, tout un staff qui s'en occupe, mais qui s'en occupe pendant 15 mois. Donc ça veut dire qu'il a eu des gens, je sais qu'il y a eu des gens de sa famille aussi, mais il y a eu aussi d'autres personnes qui se relayaient, ils y allaient, ils faisaient le voyage, mettons 2 mois, et puis après ils nous disaient, tiens, aujourd'hui Laure repart, et c'est Maxime qui revient, etc. quoi. Et un travail considérable qui a été fait. Ah oui. Et vous là-dedans, du coup, vous avez le Lions Club, vous avez pris contact avec Serge Girard quand à peu près Il y a presque 2 ans. D'accord. Et d'ailleurs, les premiers contacts qu'on a pris avec lui, ce projet-là n'était pas encore connu. D'accord. Mais il avait fait tellement de choses déjà extraordinaires que c'était déjà en soi suffisant pour justifier de le faire venir. Et puis, donc on avait calé 2-3 réunions téléphoniques. Et puis, à un moment donné, il dit Claude, j'ai un problème sur la date qu'on avait convenue. C'est pas possible parce que je pars. Et je pars pour un moment. Oui. Je pars faire un petit tour. Un petit tour du monde. Un petit tour du monde. Je pars juste pour 15 mois. C'est ça. Donc du coup, ça a pas mal perturbé un peu les plans, mais on savait que c'était justement pour quelque chose qui était encore plus conséquent. Et donc, on a décalé la date de la conférence, mais on savait que c'était pour une bonne cause, quoi. Donc, je dirais que oui, ça fait 2 ans qu'on est en contact avec lui. Et après, c'est vrai que comme on savait qu'il venait, on l'avait engagé avant qu'il parte. Donc ça veut dire que là, on l'a suivi presque tous les jours. D'accord. En fait, Claude, qui est un sportif et un coureur, et l'interface qui a relié le Lions Club au projet Girard, finalement, qui est devenu ensuite un projet. On va pas vous découper, mais le district est découpé en 3 régions, chaque région en 3 zones. D'accord. Et c'est un projet d'une zone de 6 villes, le Creusot, Monceau, Paray-le-Monial, Autun-Digouin. Voilà. Ok. C'est 6 clubs. 6 clubs qui ont du coup... du coup, est-ce qu'il y a eu pendant le voyage, du coup, vous le suiviez, etc. Est-ce qu'il y avait du coup vous étiez en contact avec lui ou Alors en fait, si vous voulez, moi j'ai été pour avoir initié l'idée. Ensuite, il a fallu proposer le projet de conférence aux autres clubs. Donc, je dirais qu'on s'est mis d'accord sur le fait de lancer ce projet en commun pour en faire une action commune aux 6 clubs. Donc, sur ça, on a constitué un comité d'organisation dans lequel était impliqué chacun des 6 clubs.
avec on a 7 commissions, hein, une commission partenaire, commission organisation de la conférence, commission accueil, commission finance, etc. etc. Okay. Et donc, on avait des réunions de travail, déjà avec un comité de pilotage et des réunions de travail, je dirais, on va dire tous les mois et demi à peu près, sur différents sujets. Et donc, on avait des points à date, comme ça, qu'on faisait dans des réunions transversales interclubs, quoi. D'accord. Et du coup, je peux aussi poser la question, qu'est-ce que c'est exactement le Lions Club ? Parce que on voit souvent des affiches, des panneaux avec Lions Club, etc. D'ailleurs, Lions Club, c'est une association caritative, un club service. Il y en a plusieurs, mais c'est la plus grande ONG au monde, et ça, c'est pas très connu. D'accord. Ah ouais, non, grande ONG au monde. Au monde. Okay. Ah oui. Et c'est-à-dire qu'on a des... Alors, il y a une chose aussi à dire, c'est que tout euro gagné par nos actions est remis entièrement à la cause. À la cause. Là, par exemple, si il y a un bénéfice pour cette soirée, ça sera destiné à handisport dans le département. Oui, c'est marqué sur la fiche, j'avais vu. Donc, c'est une ONG qui est capable de trouver des fonds par la Ligue internationale, la LCF, de débloquer des fonds en cas de séisme, en cas de tsunami, en cas d'inondation, très rapidement d'intervenir. D'accord. Hein ? C'est américain au départ, évidemment. C'est Melvin Jones qui a créé ça. Et il y a... on est 1200 clubs en France, à peu près, et divisés, sectorisés, voilà. Avec une année qui est exceptionnelle cette année, parce que c'est le centenaire, donc on ne le vivra pas avant un certain temps. Et il s'est écrit en 1917. D'accord. Et 2017 est l'année du centenaire. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'à Dijon, on va faire un gros machin le 17 juin. Okay. Avec 20 Barnum Place d'Arcy et toutes les facettes de notre activité avec une animation. Oh, très bien. Voilà. Qu'est-ce qui est à l'origine en 1917 du Lions Club ? Melvin Jones. Oui, mais pour quelle raison ? C'est un avocat. On fait rien dans la vie si on ne fait pas quelque chose pour quelqu'un. Voilà sa phrase. D'accord. Clé. Mais en pleine guerre, donc c'était aussi. C'était en 17, c'était après les. En pleine guerre, oui, c'était à la fin, effectivement, de l'engagement américain. Okay. C'est quelqu'un qui a compris que pour pouvoir faire des actions de plus grande envergure, ça nécessitait de créer un réseau. Et plus on est nombreux, plus on a une capacité d'intervention. Par contre, c'est souvent plus lent. Plus on est nombreux, plus c'est lent. Par contre, on est quand même plus fort et on arrive à lever à faire des actions beaucoup plus importantes. Exemple, notre conférence là. Cette conférence-là, je dirais que par un seul club, ça aurait été très difficile. Compliqué. Donc ça, c'est un exemple parmi des milliers d'autres qui dit que unis, on arrive à faire des choses qu'on ne pourrait pas faire si on était tout seul. Alors moi, c'est peut-être anecdotique la question que je vais vous poser, mais il se trouve que j'étais à l'hôpital ce matin, cet après-midi, pour voir le chirurgien, mais ça c'est... Il nous raconte sa vie. Non mais du coup, sur les places handicapées, il y a le tampon Lions Club, et du coup, je me suis demandé comment ça s'est déroulé. C'est-à-dire que c'est nous qui avons fait... qui avait mis en place les... Oui, on en avait mis d'ailleurs une douzaine à la gare de TGV. D'accord. Et ils les ont enlevés, ce qui nous a un peu... Oui, parce que ils ont changé le parking. Oui, ils ont changé le parking. Si tu prends ma place, tu prends mon handicap. Voilà, je la trouve très percutante. Oui. Et ça, c'est vous. Du coup, à chaque fois qu'on voit ça sur un... C'est vous. Mais du coup, ça signifie quoi, par exemple, là, ces places-là, est-ce que ça veut dire que le Lions Club a participé on a acheté, on a payé d'accord. La pancarte et on l'a offerte, oui. Voilà. Si vous voulez, on fait plein d'actions dans différentes directions. Par exemple, on fait des actions pour essayer de faire prendre conscience de la nécessité de respecter l'environnement. Par exemple, tout ce qui est environnement, c'est un de nos chevals de bataille. Pour tout ce qui est aussi, on va dire, médical, tout ce qui est des actions pour aider, par exemple, pour les causes d'Alzheimer,
ou pour la lutte contre le cancer. Donc par exemple là, nous ça fait 11 ans que nos 2 clubs, donc de Valmont et de Monceau, se sont unis pour cueillir des tulipes. Les micros tombent, c'est pour les éditeurs, c'est ça. Tout à fait. Et en fait, tous les ans, nous vendons environ 50 000 tulipes et dont les bénéfices sont entièrement reversés à des, je dirais, pour aider la lutte contre le cancer. Pour 25% pour la recherche et 75% dans les hôpitaux locaux. D'accord, oui, mais les tulipes, c'est vous, du coup. C'est nous. Les tulipes, c'est nous. Ouais, d'accord. Oui. Quand tu as besoin d'offrir un bouquet de fleurs, tu viens aux tulipes, pour 10 €, tu ramènes une brassée. On a même eu FR3 qui s'est déplacé il y a 2 ans et qui est venu faire un reportage, le JT Amélie Douai, le JT de 12-13. Et si vous appelez Tulipes contre le cancer, FR3, JT, tac, vous avez la vidéo. Je l'ai retrouvée, j'ai même réussi. Bon. Le Téléthon, par exemple, c'est nous, c'est tous les membres du Lions Club qui répondons au téléphone pour collecter les appels. Le Téléthon, au départ du Téléthon en 1967, c'est un Lions qui est allé aux États-Unis, qui avait 2 enfants qui étaient handicapés et qui a eu l'idée, en contactant FR3, en contactant d'unifier, de mettre au point ce Téléthon en copiant ce qui se faisait aux États-Unis. D'accord. Ouais, mais admettons. Donc c'est pas très connu, mais on est un petit peu au départ. Il y a quand même, Puis le Lions Club. Enfin, moi je sais que je connaissais parce que je vois les affiches. Je crois que vous aviez fait. Il y a une 5aine d'années, un petit festival du cinéma, je sais plus si c'était vous ça, ou il y avait eu une projection à l'embarcadère. On avait je crois que c'était le Lions Club, mais bon. J'ai fait une exposition peinture il y a 2 ans. Mais oui, parce que vous avez pas. Il y a pas des gens chez vous qui font du cinéma ? Non, on a fait des conférences, mais on a fait venir le professeur Cabrol, mais il y a quelques années. On a fait venir une conférence sur la musique aussi. Oui, mais voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que par exemple. Il va falloir conclure, malheureusement. Mais admettons, voilà. On pourrait faire 1h30 avec vous, mais. Faut pas nous lancer trop sur le Lions Club. Avant de conclure, admettons, on veut rentrer au Lions Club. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, écoutez, alors c'est très simple. Soit vous connaissez quelqu'un du Lions Club, vous lui demandez. Mais maintenant, c'est tout à fait possible de nous joindre par un site internet, de poser votre candidature. Et puis, on a défini une procédure. Pour bien expliquer le coût, à quoi on s'engage, les devoirs et les avantages pour que le choix soit tout à fait libre. Tout à fait puis lisible. Voilà. Et il y a beaucoup. C'est vraiment se tourner vers les autres, ça fait découvrir d'autres choses qu'on n'a pas l'habitude d'appréhender. Et en tout bénévolat, bien entendu. Oui, bien sûr. Mais ça, voilà, c'est pas assez évident. Mais en tout cas, ça me semble important de. Tout à fait. Tu as bien fait. Tu avais fait de poser la question. En tout cas, merci. Tu voulais dire un truc, pardon. C'était pour savoir comment allait se passer cette conférence. Parce qu'on en avait parlé hors micro aussi. Je sais que ça va être un peu particulier. C'est pas juste un mec qui se pose sur une chaise et qui parle avec les gens. C'est autre chose que ça. Donc, qu'est-ce qui nous attend le 19, merci. Ça commence l'après-midi d'ailleurs. Alors oui, il y aura deux grandes parties de l'après-midi, puisque en fait, pendant 1h30 environ, je dirais, nous avons réussi à faire venir Serge Girard un peu plus tôt pour qu'il puisse rencontrer des jeunes, puisqu'on a un volet jeunesse important dans le Lions Club, donc on a cru bon qu'il puisse rencontrer des jeunes pour leur faire part de son expérience. Donc en fait, il y a 3 écoles de Monceau, donc une 50aine d'enfants qui ont rendez-vous avec lui sur le parvis de l'hôtel de ville, donc environ à 14h. De 14h à 14h30, il va y avoir à peu près une demi-heure de questions-réponses sur des thèmes sur lesquels ils ont déjà travaillé à l'école. Et ensuite, il va y avoir pendant 3 quarts d'heure, sur le parking de l'hôtel de ville qui sera privatisé pour l'occasion, on a reconstitué le tour du monde. C'est-à-dire qu'il a traversé 17 pays. On fait un itinéraire qui va serpenter. Je dirais grosso modo, qui va partir vraiment du parvis de l'hôtel de ville. Il va faire les 17 pays à la queue leu et revenir sur le parvis.
Et chacun des 17 pays, en gros, tous les 20-30 mètres, on s'arrête. Donc les enfants courent avec Serge Girard. Donc ils courent quand même avec leur Corman du monde, certes d'endurance, bien court quand même. Et ils s'arrêtent. Après chaque pays, ils s'arrêtent. Ils se tournent vers les enfants et il va leur expliquer quelques anecdotes ou quelques points marquants de chacun des pays. Voilà. Et on va faire ça 17 fois de suite. Et ils auront, à l'issue de ça, pendant les 3 quarts d'heure, ils auront fait le tour du monde avec lui et ils auront entendu différents sujets, différentes informations intéressantes à propos de chacun des pays. C'est super ça. Donc ça, c'est pour, je dirais, l'après-midi. Ensuite, la conférence, elle va débuter à 20h30. Il y aura une petite conférence de presse préalable avec les médias qui souhaiteront l'interroger. Et à 20h30, donc là, il y aura environ 1h45 de conférence. Donc, qui sera animé par quelqu'un qui est par Eric Daven, qui est commentateur. Oui, c'est le responsable national, en gros, d'événements sportifs en VTT. En général, c'est tout le temps lui qui les commente, et c'est quelqu'un qui a une grande empathie aussi, et il devrait pouvoir, je dirais même, apporter une valeur ajoutée à cette conférence. Et donc, dans cette conférence, grosso modo, il y aura outre une courte présentation du Lions Club, il y aura ensuite une présentation pendant une dizaine de minutes, un extrait du film de son tour du monde à Serge Girard. Et après, on va partir dans différentes séquences de questions-réponses avec le public. Hein. Donc, mais vraiment direct. Hein. Donc là, puis bon, Serge Girard, c'est quelqu'un de très, très, très abordable et qui est très, très, très bien compréhensible aussi. Ça devrait vraiment bien se passer. Avec quatre regards différents. L'exploit sportif, bien sûr. Oui. La logistique. Comment organiser un tel projet. Un troisième plan qui est en fait tous les pays qu'il a traversés. Et puis les rencontres humaines qu'il a faites. Oui, parce que je voulais poser la question à un moment donné, mais on n'a pas eu le temps. Voilà, c'est du coup quand on fait 22 000 km à un moment donné, enfin même plus que ça, on rencontre forcément des gens. Bien sûr. Ça doit toucher quand même. Donc je pense qu'il doit avoir beaucoup de choses à raconter, de richesses. Oui, je sais que quand il avait fait Paris-Tokyo, il avait eu l'occasion de traverser l'Iran, qui était à cette époque-là un pays encore assez fermé. Et il nous dit qu'il est intarissable sur l'Iran. Il a traversé, pendant sa traversée, il a vu des choses incroyables. Et moi, il m'avait dit en préparant l'émission, il m'a dit, si tu veux, je te fais 1 heure sans problème, et rien que sur l'Iran. Bon, alors en l'occurrence, il n'est pas passé en Iran là, cette fois-là. Mais effectivement, le côté connaissance du monde, voyage, sera une partie aussi. Et bien entendu, la partie médicale. Le volet médical, nutrition, sommeil, psychologie. Donc en fait, ça va être séquencé comme ça. Et je crains qu'on n'ait pas assez de temps pour traiter tout ce qui est possible. Voilà. Et puis il va vendre ses supplies à la fin, évidemment. Et à la fin, il y aura une partie des DVD, des livres. Une partie dédicace et une partie aussi vente de produits dérivés. Voilà. Il y aura un DVD à oui, vendre. parce que là, c'était la question que je me posais. Du coup, comment, si jamais moi je veux voir, par exemple, le film, si je suis pas là le 19 mai, comment est-ce que je fais Vous pouvez tout à fait le commander. Il y aura un moment pour ça à l'issue de la conférence. Et au moment, outre des dédicaces, il y a une possibilité d'achat de produits dérivés. Donc, soit DVD, soit un livre. Je sais que le livre est en cours de création. C'est un gros livre, apparemment, avec énormément de photos. Donc c'est vraiment un beau cadeau, mais je sais qu'il ne sera pas encore disponible tout de suite, mais de toute façon on peut le commander. D'accord. Très bien, mais en tout cas merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir reçus. C'était une émission un peu particulière, mais très sympa. Ouais, très sympa. Carrément. Merci beaucoup en tout cas, puis à la prochaine et ciao. Ciao. Merci Positive Radio. De rien. Merci à vous. Au revoir. Et vive le sport. Vive le sport. C'était Débattez-vous. Pour réécouter cette émission, direction positiveradio.fr, rubrique podcast.